Alors, est-ce que vous m'entendez? Merci de lever votre main si c'est le cas, comme ça je peux voir que tout va bien techniquement. Très bien, je vois que les mains se lèvent. Parfait. Alors bonjour à tous ou rebonjour hein, si vous nous rejoignez de nouveau pour ce second webinaire de la matinée. Et donc ce webinaire se retrouve en fait dans l'organisation de la semaine thématique sur le financement et les subsides. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas nos semaines thématiques du 18-19, donc le 18-19, c'est le service régional public d'information et d'orientation donc pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc, sachez qu'on a toute une équipe de conseillers qui peuvent répondre en fait à vos questions, que ce soit sur des questions sur la gestion d'une entreprise ou plutôt sur la création d'une nouvelle entreprise. Et donc, nous sommes joignables par téléphone. Donc, 18-19, c'est un numéro de téléphone de 9h à 17h du lundi au vendredi. Nous avons également un site internet qui regorge d'informations si jamais vous voulez faire un petit tour. Alors, dans le cadre de nos missions, nous organisons donc régulièrement des événements. Et donc ici, vous êtes à cette semaine, donc lors de cette semaine thématique financement et subsides. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir un peu le reste du programme si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a tout un tas d'ateliers durant toute la semaine et vous pouvez d'ailleurs encore vous y inscrire, donc n'hésitez vraiment pas. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Dury, donc expert financier de chez Hub Brussels, et Hélène Hansen de chez Finance et Invest Brussels pour un atelier dans lequel ils vont vous présenter donc les autres types de financement et les garanties publiques. Donc bonjour Fabrice et bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, je vais juste rappeler, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc via le chat. On prendra les questions donc à la fin de la partie d'Hélène et puis à la fin de la partie de Fabrice. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des soucis techniques d'utiliser la section chat. Voilà, je laisse la parole du coup à Hélène pour la suite. Voilà, alors merci de me céder la parole. Donc bonjour à tous. Donc en deux mots, donc je suis donc Hélène Hansen, je suis responsable du fonds bruxellois de garantie, ce qui implique deux volets. C'est d'une part la gestion de l'ensemble des garanties de la région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi d'un prêt, je vais y revenir tout de suite, et également la gestion des prêts proxy. Et c'est donc ces deux volets que je vais vous expliquer donc aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'auraient éventuellement pas été là ce matin en présence de Pierre Herman, je vais donc vous rappeler très brièvement qui est Finance et Invest Bruxelles. Donc, Finance et Invest, c'est la société régionale d'investissement de la région de Bruxelles-Capitale. C'est une entreprise publique bruxelloise qui a pour but d'être en fait le partenaire qui va compléter et faciliter agilement donc la chaîne de financement des entreprises bruxelloises. Donc ça, c'est notre mission première. Nous avons un travail qui va se focaliser sur différentes thématiques, sur différents points. Donc, on va viser certaines niches typiques. On aura un but de levier, ce qui est principalement le cas sur mon département dans le cadre des garanties et du prêt proxy. Nous avons également un rôle de facilitateur et nous soutenons bien évidemment les modèles économiques porteurs. Donc ça, c'est le gros de la mission de Finance et Invest Bruxelles. Et comme je vous le disais, je vais vous parler aujourd'hui donc de la mission de garantie. Alors, qu'est-ce que la mission de garantie? Eh bien, donc typiquement, vous êtes à la recherche d'un financement pour votre entreprise, mais votre banquier vous explique que vous n'avez pas assez de sûreté. Eh bien, à ce moment-là, le Fonds bruxellois de garantie va justement intervenir pour vous permettre de vous donner cette garantie supplémentaire qui vous permettra d'avoir votre crédit bancaire. Alors, qui visons-nous? Nous visons avant tout les PME, aussi bien donc les indépendants, donc PME de petites et moyennes entreprises, bien évidemment, et également indépendants en personne physique et donc les associations. On vise tout type de secteur d'activité, sauf ce qui est le notaire, huissier, agriculture, pêche, mais donc en dehors de ça, c'est vraiment tout type de secteur d'activité. Nous visons aussi des investissements qui sont sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Donc concrètement, vous avez un siège social qui se trouve en Flandre ou en Wallonie, mais vous investissez pour une nouvelle unité d'établissement à Bruxelles, eh bien, nous pourrons vous soutenir pour cette nouvelle unité d'établissement à Bruxelles. Donc, ce qui compte fondamentalement, c'est le lieu de votre investissement.
Alors, le fonds bruxellois de garantie a différents produits. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment vous donner une vue, globale de l'ensemble de nos produits. Donc soit vous venez en préaccord, alors c'est quoi le préaccord? Donc typiquement, vous venez chez nous et vous n'avez pas encore de banquier attitré, vous introduisez votre dossier qui est analysé et dans un délai de 15 jours, vous avez ensuite une décision de notre conseil d'administration. Muni alors de ce préaccord, vous pouvez ensuite aller voir différents banquiers et faire ce qu'on appelle le shopping bancaire et trouver le banquier qui vous proposera les meilleures conditions. L'avantage du préaccord, c'est véritablement un atout pour vous dans vos négociations avec le banquier, c'est de dire, regardez, le fonds bruxellois de garantie est déjà avec moi, il m'a soutenu, j'ai un accord, et ça vous permettra du coup de négocier beaucoup plus facilement l'octroi de votre crédit bancaire. Autre possibilité de venir chez nous, c'est la garantie sur demande. Alors là, typiquement, vous avez déjà un banquier, et c'est le banquier qui va introduire votre dossier. Là aussi, à partir du moment où le dossier est complet, dans un délai de 15 jours maximum, vous avez votre décision. Il y a encore un outil qui est des garanties express qui vous permet d'avoir une décision dans les 8 jours. Et là aussi, c'est votre banquier qui l'introduit, mais c'est un mécanisme qui, ces derniers temps, peu utilisé. Je vous conseille vraiment plutôt le préaccord, donc d'introduire directement le dossier chez vous, chez nous, et puis de faire votre shopping bancaire, ou alors de l'introduire via votre banquier habituel. Au niveau des modalités d'intervention, on intervient sur tout type de crédit professionnel. Je ne vais pas encore rentrer dans le détail, on va le voir tout de suite avec un exemple pratique. On intervient tant sur des crédits amortissables, donc typiquement des crédits d'investissement, mais aussi sur des crédits non amortissables, typiquement un crédit de caisse. Je vais y revenir dans quelques instants avec un exemple pratique. Et on a des taux de couverture qui vont de 50 à 80. On a une limite d'intervention qui est à 500 000 € en garantie. Au-delà de ce montant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le dossier, ça veut simplement dire que nous devons passer auprès de la secrétaire d'État, donc Barbara Tracht, pour avoir son accord pour analyser le dossier. Il y a un plafond absolu de garantie qui est un plafond de 1,5 million, qui est le plafond des aides d'État, puisque le fonds de garantie est en réalité une aide d'État. Donc c'est 500 000, c'est la limite de garantie. On peut aller au-delà si on a l'accord du ministre, mais on ne pourra jamais aller au-delà du 1,5 million. Au niveau des durées d'intervention, comme vous le voyez, on intervient sur des durées qui varient entre 5 et 10 ans en fonction du type de crédit. Et il y a également une prime à payer pour cette garantie avec des incitants potentiels si vous êtes un starter ou pas. Alors, j'en reviens directement à des exemples concrets qui vont mieux vous faire comprendre la manière dont le fonds de garantie fonctionne. Donc typiquement, vous êtes une société, vous n'êtes pas un starter, vous êtes une SCRL et vous essayez de racheter le fonds de commerce d'un restaurant, par exemple, situé à Bruxelles pour un prix de 120 000 €. Vous sollicitez alors un crédit d'investissement pour 120 000 € et l'intervention du fonds pour 65 %, à savoir ici 78 000 €. Votre banquier vous demande votre caution et la mise en gage des biens de votre entreprise. Malgré ces deux sûretés, votre banquier a estimé qu'il était important d'avoir le fonds de garantie parce que vos deux sûretés, tant la caution que la mise en gage, n'étaient pas des sûretés suffisamment valorisables au vu de vos secteurs d'activité ou au vu de votre patrimoine. Et donc ici, on voit très clairement que grâce à l'intervention du fonds, vous pourrez obtenir votre crédit, puisqu'ici, en cas d'éventuel pépin, le fonds interviendra à concurrence de 78 000 € sur un crédit de 120 000 €. Il y a ici une prime à payer, une prime de 4 000 € qui se répartit pour 1 300 € pour la banque et 2 730 € pour la PME. Vous pouvez éventuellement diminuer la prime parce qu'ici, j'ai pris une durée de 7 ans qui est relativement longue, mais si votre durée d'intervention est plus courte, la prime sera également plus faible. Donc, pas hésiter aussi à discuter ce point avec votre banquier en demandant de l'intervention, par exemple, sur les 3 ou les 5 premières années, mais pas de le faire sur la totalité donc, de la durée du crédit. C'est aussi un point important à négocier. N'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas de trésorerie pour cette prime, à l'inclure directement dans votre prêt. Ce sont des choses qui se font régulièrement. Autre exemple pratique, je vous en parlais tout à l'heure, et ça c'est vraiment un cas de figure qu'on retrouve très fréquemment,
c'est la garantie qui va intervenir sur plusieurs crédits en même temps. Ici, je vous ai vraiment pris un type de dossier qu'on a à 50% de cas qui sont introduits chez nous. Et donc, typiquement, c'est quoi? Donc, une société starter, une SRL, décide de racheter les parts d'une autre société, ici pour un magasin bio, et elle recherche 80 000 euros de financement. Pourquoi? Pour réaliser de l'aménagement, du fonds de roulement et également une garantie locative. Et donc ici, très clairement, on voit qu'on a besoin d'un crédit d'investissement sur 5 ans pour 50 000 euros, avec l'intervention du fonds à 65%, un crédit de caisse sur 5 ans de 20 000 euros et un crédit de cautionnement de 5 ans. Donc, typiquement, le crédit d'investissement va vous aider pour vos aménagements, le crédit de caisse, ce sera pour le fonds de roulement, et la garantie locative, c'est le crédit de cautionnement. Et donc, comme vous le voyez dans l'exemple, pour ces 3 crédits, le fonds peut donc intervenir en garantie supplémentaire pour vous permettre d'obtenir ainsi votre financement. Le banquier a en effet estimé qu'au vu du secteur, un magasin bio, dans le cadre d'une mise en gage des biens de l'entreprise, que ce n'était pas tout à fait valorisable, et en tant que caution solidaire des 2 administrateurs, étant de jeunes starters, le patrimoine n'est pas valorisable, et donc c'est en ce sens que le banquier, à ce moment-là, peut décider de faire appel au fonds de garantie. Et donc ici, on voit que sur un crédit total de 80 000 euros, sur le besoin en financement global donc de 80 000 euros, le fonds pourrait un jour potentiellement intervenir pour 47 500 euros. On voit donc ici très clairement la plus-value des garanties pour l'obtention de votre financement. Ici, au niveau de la prime, il y a une prime totale de 1 337 euros à payer, avec environ 600 euros pour la banque et environ 750 euros pour la PME. On voit ici que comme les montants comparés à l'exemple précédent étaient plus bas et que les durées sont moins importantes, la prime est de facto plus basse également. Sachez aussi que d'ici une petite année, à tout le moins pour la fin 2021, les produits de garantie vont fondamentalement changer. On sera encore plus rapide puisqu'ici, vous voyez qu'on a des délais de décision de 15 jours si on a un dossier complet en notre possession. Et d'ici fin de l'année, sachez qu'on devrait en principe passer vers les produits de garantie, des produits de garantie et de prêt qui sont décidés par la banque et qui permettent du coup d'avoir une décision dans un délai de 1 à 2 jours. Donc, on sera extrêmement rapide. Mais donc ça, c'est, on l'espère, pour la fin de cette année. Au niveau des points d'attention, ici je regroupe différents points qu'on rencontre très régulièrement et que je me permets d'insister aujourd'hui dans les dossiers qui nous sont introduits. Veillez toujours bien à avoir un montage financier équilibré et une capacité de remboursement présente avec toujours une marge de sécurité. Les imprévus, ça arrive. Bien faire attention à ne pas signer de bail avant d'être sûr d'obtenir votre crédit professionnel ou de le signer sous la condition justement de l'obtention de votre crédit professionnel. Permis d'urbanisme, toujours bien vérifier aussi que vous avez bien un permis d'urbanisme qu'il convient pour exercer l'activité que vous souhaitez. Même si vous reprenez par exemple un fonds de commerce, malgré tout, allez toujours bien vérifier que le cédant avait effectivement ce permis d'urbanisme. On a déjà constaté quelques mauvaises surprises dans ce cadre. Bien vérifier la concurrence et dans vos dossiers, bien étayer la manière dont vous allez vous différencier de votre concurrence. Enfin, pour les reprises de fonds de commerce, et ça on le voit très fréquemment, n'hésitez surtout pas à demander les chiffres du cédant. Si le cédant veut vous vendre son fonds de commerce, dites-vous pourquoi est-ce qu'il me le cède, quels étaient ses chiffres. Évidemment, si c'est la même activité, vous devrez avoir une attention très particulière sur les chiffres pour bien comprendre l'évolution de sa situation et savoir ce que vous allez reprendre. Bien vérifier les différentes attestations fiscales TVA qui devraient à tout le moins être vierges. Et si elles ne le sont pas, à ce moment-là, vous devez vraiment vérifier à négocier la reprise de votre fonds de commerce, donc sur un prix qui doit être négocié donc vers le bas et donc une diminution du prix de reprise s'il y a donc des dettes fiscales ou TVA dans le chef du cédant. On se dit en négociant, ah ben je l'achète, je signe tout de suite, et on a déjà constaté que certains cessionnaires ne vérifiaient pas ces points et on a parfois certaines catastrophes au niveau des activations de garantie, au niveau de la libération du prêt. Donc j'insiste vraiment que vous n'hésitiez pas à aller vérifier ces points. Et alors aussi, dernier point d'attention, n'hésitez pas à vérifier
que la durée de votre bail soit au minimum celle de la durée du crédit que vous envisagez et de prévoir le cas échéant les renouvellements qu'il convient en temps et en heure. C'est aussi un point qu'on rencontre très régulièrement. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez déjà introduire votre dossier, eh bien, voici les coordonnées de Finance et Invest. Donc, on est rue de Stassard. Vous avez une adresse mail générale. J'enverrai bien évidemment l'ensemble des slides à Up qui n'hésitera pas à vous les transmettre. Donc voilà, ceci clôture la première partie de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'entame la partie pré-proxy? Oui, alors il y a des questions dans le chat, je te les lis. Alors la Oui, première question, donc quels sont les frais liés au préaccord? il n'y a pas de frais pour le préaccord, donc nous traitons gratuitement les dossiers. Le seul frais qu'il y aura à un moment, c'est la prime à payer une fois que l'entreprise a trouvé une banque. Alors merci. Alors une fois que donc vous acceptez donc une garantie, est-ce qu'elle est valable uniquement pour les banques ou est-ce qu'elle est utilisable aussi pour d'autres fonds d'investissement? Non, elle n'est pas utilisable pour des fonds d'investissement. C'est vraiment une garantie spécifique pour le crédit que vous décidez et vis-à-vis d'une banque. Alors quels sont les éléments à importer dans les dossiers? Alors, il y a différents formulaires qui sont sur notre site. Il y a le formulaire de préaccord que vous allez trouver sur garantie.be/documents. Et là, vous aurez toutes les informations qu'il convient d'apporter. Et si c'est votre banquier, eh bien, votre banquier vous aidera et vous demandera les différents renseignements utiles qui lui permettront de compléter son dossier. Ben, merci beaucoup. Ben, voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Donc, je vais passer maintenant à l'autre présentation. Ah, attends, je viens d'avoir une question qui est apparue. Excuse-moi. Tant pis. Alors, on parle bien donc d'une garantie qui est activée qu'après les autres garanties. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je relis, C'est je une... relis. Oui. On parle donc bien d'une garantie qui est activée qu'après les autres garanties, ou bien elle peut aussi remplacer les garanties personnelles demandées. Non, non, elle ne remplace. C'est effectivement une garantie supplétive, donc elle vient compléter les autres garanties qui sont déjà proposées par l'entreprise. Et c'est pour ça que dans mes exemples, j'ai chaque fois bien insisté sur le fait qu'il y avait parfois une caution et ou une mise en gage des biens d'entreprise. Si le banquier introduit le dossier au fonds de garantie, c'est que justement, il estime que la mise en gage du fonds de commerce et la caution ne sont potentiellement pas suffisamment valorisables et c'est pour ça qu'il vient chez nous. Mais donc, il doit toujours bien y avoir une ou plusieurs sûretés avant le fonds bruxellois de garantie et ça, c'est généralement donc à l'appréciation du banquier. Très bien, merci. Je te laisse continuer du coup. OK. Donc ça, c'était le volet garantie. Ici, donc maintenant, nous sommes sur le pré-proxy. Alors concrètement, vous avez peut-être déjà entendu ou pas. Donc, qu'est-ce que le pré-proxy? Eh bien, le pré-proxy, on va en fait faire appel à l'épargne privée des contribuables bruxellois au profit des entreprises bruxelloises. Donc, typiquement, je suis une entreprise qui est situé à Bruxelles et je cherche des financements, eh bien, plutôt que d'aller voir son banquier, ici, on va faire appel à son entourage, sa famille, ses amis, les fools, comme on dit, les investisseurs, pour financer son activité. L'avantage de tout ça, c'est que pour le particulier prêteur qui habite à Bruxelles, il va pouvoir avoir un crédit d'impôt annuel et un crédit d'impôt unique en cas d'éventuelle faillite. Alors, je viens tout de suite avec un exemple concret pour que vous compreniez encore mieux. Donc voilà, je suis Dominique et j'ai besoin d'un financement pour lancer ou développer donc mon entreprise et Dominique est à la recherche donc de financement pour acheter son food truck. Plutôt que de se diriger vers sa banque, il se dirige vers ses proches, ses amis, sa famille ou tout autre investisseur éventuel dans son réseau. En faisant appel à son réseau, il permet d'obtenir son camion, il achète donc son camion et il réalise son rêve. Et à l'inverse, pour l'ensemble des prêteurs, les différents contrats de pré-proxy sont bien enregistrés au fond. L'avantage, alors du coup, pour les différents prêteurs, c'est que comme ces différents pré-proxy ont été enregistrés au fond et donc chez Finance et Invest, ils vont pouvoir avoir un avantage fiscal annuel. Et donc, concrètement, pour Dominique, il a réussi à avoir son camion.
ils bénéficient d'un taux avantageux et à l'inverse, comme je le disais, pour les prêteurs, ils ont le rendement du taux avantageux et en même temps, ils ont un avantage fiscal annuel. Donc, comme c'est expliqué, donc tout le monde y gagne, tant du point de vue de l'emprunteur que du point de vue des prêteurs. Cerise sur le gâteau, imaginons que Dominique tombe en faillite. Eh bien, à ce moment-là, les différents prêteurs pourront récupérer 30% du solde restant dû à ce moment-là auprès de l'administration fiscale, ce qui est donc plutôt rassurant pour l'ensemble des proches de Dominique. Alors, pour conclure le prêt proxy, c'est facile, il suffit de se connecter sur le site de finance et d'introduire le dossier donc via le formulaire en ligne. Alors maintenant, passons donc aux conditions concrètes d'octroi de ce prêt. Alors, au niveau de l'emprunteur, c'est comme pour les garanties aussi, il doit s'agir d'une PME, donc d'une petite ou d'une moyenne entreprise, ou il peut s'agir aussi d'un indépendant qui exerce en tant que personne physique. Il doit être inscrit à la Banque Carrefour des entreprises et avoir au moins une unité d'établissement à Bruxelles. Ici, on est sur le même principe que pour les garanties. Vous pouvez avoir un siège social en Flandre, en Wallonie, d'autres unités d'établissement en Flandre, en Wallonie. À partir du moment où vous avez une unité à Bruxelles, vous êtes éligible en tant qu'emprunteur. Enfin, l'emprunteur doit également payer le précompte mobilier sur les intérêts dus du prêt proxy au fisc. Au niveau du prêteur, quelles sont les différentes conditions? Vous devez être une personne physique exclusivement, avoir votre résidence en région de Bruxelles-Capitale et ou être localisé à l'impôt des personnes physiques. On vise ici, par exemple, des non-résidents européens qui travaillent à Bruxelles et qui donc sont localisés à l'impôt des personnes physiques en région de Bruxelles-Capitale. Au moment où vous octroyez le prêt proxy, ça doit être fait en dehors de toutes vos activités commerciales ou professionnelles. Plus concrètement encore, la réglementation prévoit différentes conditions donc supplémentaires dans le chef du prêteur. Vous ne pouvez pas être le gérant, l'administrateur ou exercer un quelconque mandat au sein de la PME. Le prêteur ne peut pas non plus être le conjoint de ce gérant, de cet administrateur, de cet actionnaire en tant que personne morale. Le prêteur ne peut pas non plus être le conjoint de l'emprunteur si c'est une personne physique, c'est clairement exclu. Le prêteur ne peut pas non plus être employé de la PME. Et enfin, vous ne pouvez pas non plus être emprunteur en même temps qu'être prêteur d'un autre prêt proxy pendant donc toute la durée de votre prêt proxy. Au niveau des caractéristiques du prêt, donc comme on l'a expliqué, le prêt est fait par des particuliers au profit des entreprises bruxelloises. La durée est de 5 ou 8 ans au choix des parties. Vous avez un taux qui est entre 0,875% et 1,75%. C'est le taux légal en vigueur en 2021. Sachez qu'il y a différents plafonds qui existent. Alors pour le prêteur, pour l'année 2021, on ne peut pas prêter par personne plus de 75 000 euros. Et de manière générale, on ne pourra jamais dépasser de manière globale 200 000 euros, tout prêt proxy en cours confondu. Dans le chef de l'emprunteur, c'est un plafond de 300 000 euros maximum jusque fin d'année. Et comme vous le voyez, à partir de 2022, le législateur a prévu des plafonds plus bas, à savoir 50 000 euros maximum par prêteur et 250 000 euros maximum par emprunteur. Le législateur ayant estimé donc de prévoir des incitants au regard de la crise sanitaire que nous connaissons. Comme on l'a vu, donc, il y a un bénéfice pour le prêteur, à savoir qu'il y aura son crédit d'impôt annuel, à savoir 4% les 3 premières années, puis 2,5% les années suivantes. Et enfin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a également un crédit d'impôt unique en cas de faillite de l'emprunteur où vous pourriez potentiellement récupérer 30% du montant restant dû. À cela, il ne faut pas oublier aussi que vous avez également le rendement de votre taux d'intérêt donc en tant que prêteur. Alors les fonds du prêt proxy doivent être utilisés exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise, à une exception près, c'est qu'il ne peut pas viser l'acquisition d'actions ou la distribution de dividendes. Enfin, le prêt proxy est un prêt subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'entreprise. Au niveau de la procédure à suivre, comme on l'a vu déjà tout à l'heure dans l'exemple avec Dominique, vous allez conclure le prêt proxy via le formulaire en ligne.
Vous envoyez ensuite le contrat de prêt proxy et le tableau d'amortissement au fonds bruxellois de garantie. Donc ça, c'est une obligation donc, dans le chef des parties. Prêteur, emprunteur, ça c'est un petit peu à voir. Il n'y a pas de règle, ça peut être le prêteur qui se charge de faire les formalités ou l'emprunteur, ça c'est vraiment, je dirais, de la cuisine interne entre les parties. Une fois que le fonds de garantie réceptionne l'ensemble de ces documents, il va vérifier que l'ensemble des conditions de la réglementation sont respectées, l'ensemble des conditions qu'on vient de parcourir ensemble. Et alors, si tout est bon, il décide alors d'enregistrer le prêt proxy. Vous obtiendrez alors en tant que prêteur un document qui vous dit que votre dossier est recevable et ce document qui devra être mis en annexe de votre déclaration à l'impôt des personnes physiques et qui vous permettra alors de bénéficier de l'avantage fiscal annuel. Et donc ça, c'est effectivement alors la dernière étape et qui est effectivement alors réalisée exclusivement par le prêteur. Le prêt proxy a beaucoup d'avantages, comme on l'a vu, et il a aussi beaucoup d'avantages. J'étais trop vite. Il a aussi beaucoup d'avantages parce que vous pouvez obtenir, donc pour un seul et même PME, emprunteur, vous pouvez avoir beaucoup de prêteurs qui vont vous prêter. Donc au plus votre réseau est important, au plus vous pouvez potentiellement essayer de solliciter différents prêts auprès de votre réseau. Pour vous donner une idée, on a eu certains dossiers avec des centaines de prêteurs pour une seule entreprise. Tant qu'on ne dépasse pas le plafond de 300 000 € par emprunteur ou qu'on ne dépasse pas le plafond de 75 000 € pour le prêteur, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est un grand avantage dans le prêt proxy, avec l'avantage, comme on l'a vu aussi, du crédit d'impôt annuel de 4 et puis de 2,5% pour les années restantes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Juste avant peut-être de vous donner la parole, donc sachez que vous avez tous les arrêtés qui sont sur notre site internet et vous avez toutes les informations donc détaillées aussi sur le site de Finance et Invest Bruxelles. Voilà, je vous écoute pour toute question. Alors, la première question, donc, c'est par rapport à une famille qui se retrouverait donc en dehors de Bruxelles et qui voudrait soutenir donc un indépendant, comment est-ce qu'il peut éventuellement passer via le prêt proxy? Ça, malheureusement, il n'y arrivera pas. Ça, c'est la limite du système. Si effectivement la famille est en Flandre ou en Wallonie et que l'investissement est à Bruxelles, ce ne sera malheureusement pas possible. Le législateur, et donc plus particulièrement la région de Bruxelles-Capitale, est en train de réfléchir à différentes pistes pour étendre la possibilité à des prêteurs qui résident dans les autres régions, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas prévu. Très bien, merci. C'était la seule question. Ah, attendez. Quelle démarche préalable pour l'emprunteur? Quelle démarche Je vois pas. préalable? En Bah, fait, tu les as essayer de expliquées. solliciter son réseau pour essayer justement de trouver des prêteurs. Il peut aussi passer par des sociétés de crowdlending pour essayer justement d'avoir un réseau peut-être qu'il n'a pas suffisamment. Il y a différentes sociétés de crowdlending qui ont recours au prêt proxy et qui jouent vraiment ce rôle de marketplace, si je puis dire, pour faire le lien entre emprunteurs et prêteurs. Et il y a aussi d'autres structures qui, ou même certains comptables, si vous regardez sur Internet aussi, qui parfois s'occupent aussi de différentes formalités dans le cadre du prêt proxy, éventuellement de voir si dans leur réseau, il n'y a pas des prêteurs potentiels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, est-ce que c'était assez large? Alors, faut-il des justificatifs pour le prêteur? Les justificatifs pour l'avantage fiscal, eh bien oui, ce sera l'acte de prêt proxy que vous allez recevoir et signer en tant que prêteur, et le tableau d'amortissement qui doit être évidemment respecté par l'emprunteur, ainsi que l'attestation qui sera délivrée par le fonds qui atteste bien que votre dossier est recevable et remplit donc toutes les conditions de la réglementation. C'est ces 3 documents-là, donc votre contrat de prêt proxy que vous allez télécharger sur notre formulaire en ligne, le tableau d'amortissement aussi téléchargeable sur le formulaire en ligne, et enfin la lettre de recevabilité qui devront être joints à la déclaration à l'IPP pour obtenir le fameux avantage fiscal. C'est aussi simple que ça. C'est ces 3 documents-là que vous allez obtenir via le fonds.
Très bien. Ben, merci, c'était la dernière question. Merci à vous. Merci beaucoup Hélène, bonne journée. Au revoir. Alors, je vais du coup partager, permettre à Fabrice de partager son écran. Voilà. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais... Voilà. Je vais éliminer ça. Bonjour à tous et à toutes. On va partir sur les autres produits bancaires et les autres garanties possibles éventuellement. Ça va être un peu plus technique, mais ça va aborder des sujets un peu plus larges. Par rapport à ce qui a été dit par Hélène, j'avais un petit point peut-être à rajouter. Elle a parlé à un moment donné que si vous aviez des reprises de commerce, il y avait peut-être des questions avec l'urbanisme, l'environnement, tout ce qu'on peut demander, si on a le droit de faire certaines choses, si tous les documents, les permis sont en ordre, des choses pareilles. On a un service chez Up qui est tout à fait gratuit avec mes collègues qui travaillent au niveau de l'urbanisme, qui peuvent vous aider justement à toutes ces questions urbanistiques de savoir, tiens, est-ce que je peux faire des modifications? Est-ce que je peux mettre une enseigne? Est-ce que je peux mettre une terrasse? Est-ce que les parasols dehors sont corrects, etc. Donc ça, je vous encourage, si vous avez des questions en lien avec l'urbanisme, qui est une matière très compliquée à Bruxelles, c'est de prendre contact avec le 18-19 et avec Up pour venir avec votre projet et de voir des spécialistes qui pourront faciliter votre demande auprès des différents services communaux, parce que ça, c'est assez compliqué. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ce que je voulais faire maintenant, c'était parler avec vous des autres produits bancaires et des autres garanties. On a parlé ce matin au niveau du financement de la banque, de différents types de financements qui étaient possibles en moyen, court terme, etc. Toute une série de produits et services, la manière dont on devait le faire. Ici, je vais aller un peu plus loin dans d'autres, plus en technicité, sur quelques produits qui me paraissent, ou services qui me paraissent quand même intéressants. Et aller un peu plus en profondeur parce qu'on ne les connaît pas bien ou on les connaît de nom et on a un petit peu peur de les utiliser parce que justement, on ne les connaît pas trop. Et pourtant, ils sont assez utiles. Donc, on va parler de leasing, renting. Il y a différents mots de vocabulaire. On va un peu expliquer là derrière ce qu'on peut parler, là en dessous. Le factoring, on va y revenir pour un peu expliquer plus en profondeur le fonctionnement de cette bête-là, qui est quand même assez intéressante. On va parler un peu crédit documentaire, lettre de stand-by. Ça, c'est plutôt pour ceux qui auraient des projets d'acheter ou de vendre à l'étranger, de faire produire des choses à l'étranger en se disant mais je dois décaisser des fonds, est-ce que je connais mes fournisseurs, s'il arrive un problème, mais comment je vais sécuriser quelque part ma marchandise, mes clients, mes fournisseurs et mon cash, éventuellement même s'il y a des devises, comment je vais faire pour sécuriser mon bénéfice parce qu'il y a peut-être du change là derrière. Je vais donner une petite vision sur le cash management versus trésorerie. J'en ai un peu parlé un peu ce matin, c'est qu'on ne travaille pas assez sur justement la gestion de son cash et le bas de bilan avec les cash flows. Et on va reparler un peu des escomptes et des acomptes, qui sont aussi des moyens de se garantir quelque part du cash et des moyens d'action dans la société, sans trop se déforcer et sans devoir demander des crédits compliqués. Voilà. Alors au niveau des leasing, souvent on pense en fait quand on veut acheter une machine, quand on va acheter une voiture, souvent la voiture, mais pas vraiment le matériel, on pense à crédit d'investissement ou crédit prêt à tempérament et des choses pareilles. Où là, effectivement, on rentre dans des notions de crédit classique, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire d'un bien, on doit avoir ces fameuses capacités de remboursement du bien, et c'est un crédit avec toutes les formes de garantie, comme on a discuté ce matin. Maintenant, si on se dit, mon dossier était peut-être un peu limite, ou serait peut-être plus facile d'alléger, ne fût-ce que mon bilan, parce qu'il y a aussi d'autres questions bilantaires là derrière, c'est-à-dire je peux faire un leasing. Je peux faire un leasing, je vais parcourir plutôt les slides rapidement, mais mon explication est plus détaillée. Ma voiture que j'achète en crédit, je l'achète, je suis parti sur 5 ans, je vais rentrer un dossier à la banque, ça devient un avoir, ça rentre dans mon bilan, donc on va voir que c'est une dette. Pour ceux qui connaissent les bilans, au niveau du passif, dans les dettes, on verra qu'il y a une dette à long terme avec une dette échéance dans l'année au poste 42 qui va rentrer en ligne de compte pour ma capacité de remboursement. Et c'est vraiment un véhicule que je vais avoir à moi, que je vais amortir. Il va apparaître au bilan. Et donc tout le monde pourra voir effectivement qu'il y a une dette dans l'entreprise. Ça a donc un lien en termes de crédit qui a une certaine lourdeur. Par contre, si le même véhicule, je me dis, je suis un peu limite, mais je vais plutôt demander un leasing. Le leasing, c'est, je veux dire que ma voiture devient un outil où je vais louer un loyer. Je vais louer un loyer pour l'utilisation de ma voiture.
ou de me dire, ben voilà, c'est une voiture que je loue, et donc ça ne va plus au bilan dans mes dettes, ça devient une charge, comme un loyer, un salaire, une assurance, ça devient une charge. Et je sais que j'ai une charge de 300, 400 euros par mois sur 12 mois. Ça n'apparaît pas du tout dans mon bilan, ça n'apparaît pas dans mes dettes. C'est une charge financière qui va dans mon compte de résultat. C'est un impact qui est souvent utilisé pour des sociétés justement pour sortir de la dette et éviter qu'on puisse voir qu'il y a vraiment de la dette. Puisque cette charge n'apparaît pas au bilan dans le compte de résultat, il faut aller lire le compte de résultat et pas le compte de résultat publié. Il faut le compte de résultat en détail pour voir ce qu'il y a dedans. Et en plus, c'est une demande qui est beaucoup plus facile auprès d'une banque parce que le risque, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule, le propriétaire est toujours la société de leasing qui vous la met à disposition moyennement un revenu locatif. C'est-à-dire que si vous ne payez pas la voiture, la société de leasing va vous mettre en demeure et va revenir chercher sa voiture qui lui appartient toujours. Il est évident que pour une machine, on peut le faire à toutes des machines plus importantes parce que le leasing n'est pas que sur les voitures, on le fait sur du matériel, on le fait principalement sur de l'informatique, des serveurs, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, donc tout ce qui touche à la haute technologie. Mais on peut le faire sur des machines plus lourdes. Si on fait un aménagement de restaurant, on peut faire sa cuisine en leasing, on peut faire ses hottes, ses friteuses. Si on a une machine de production industrielle, on peut mettre ça en leasing aussi. L'avantage, c'est de se dire, ben, je ne peux pas l'amortir, mais au moins, quand elle est finie, je peux décider, est-ce que je repars sur du neuf et je reprends un nouveau loyer, je n'ai pas financé la totalité, et au moins, je n'ai pas fait de dette. Donc, c'est une question qui peut se poser. L'avantage aussi du leasing, c'est qu'on ne touche pas au fonds propres au départ, puisque comme je l'ai dit ce matin, quand on fait un prêt à tempérament pour une voiture ou une machine, on doit préfinancer la TVA quelque part, parce que la TVA étant récupérable dans les mois qui viennent, bien évidemment, on doit la préfinancer. Dans le leasing, ce n'est pas le cas, parce que la TVA est étalée dans le loyer. Donc au départ, on prend sa voiture et on paye un loyer, on n'a pas à mettre un premier euro. Sauf éventuellement si on veut faire un premier loyer plus important, par exemple, si un crédit est refusé, qu'un leasing pourrait passer et ce serait limite, on peut toujours dire je fais un leasing et je laisse un premier loyer plus important qui permet à la société de leasing de dire ok, il a mis 10 ou 15 ou 20% dès le départ. On laisse aussi en général un solde à la fin du leasing. On parle en général d'un gap qui est entre 16%. Pourquoi 16%? Parce qu'avec un certain pourcentage qui est fixé à ce niveau-là, on met le leasing hors ou dans le bilan. C'est une petite notion qui est importante et souvent les comptables aiment bien justement laisser une opportunité de mettre ce montant hors bilan, comme ça il n'apparaît pas. C'est une technique aussi pour éviter de voir des charges financières. Donc il y a toute une série d'avantages en termes de facilité, de financement de la TVA qu'on n'a pas à préfinancer, de fait que ça sort de son bilan et c'est plus facile à obtenir. Je recommande de le faire sur pas mal de choses où on sait elle a une durée de vie limitée dans le temps, on sait qu'on change régulièrement les PC, les serveurs, l'IT, on sait qu'on le change. Et si on est sur des machines plus industrielles qu'on va garder un peu plus longtemps, on sait très bien qu'on peut payer la dernière mensualité et devenir propriétaire pur et dur de la machine et dire voilà, je l'ai fait en leasing. Alors au niveau du coût maintenant, le coût pour moi il est sensiblement le même. Si vous allez comparer un leasing avec un crédit, vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de différence en termes de coût. C'est juste une notion intellectuelle dans la tête de se dire je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Mais ça a toute une série d'implications et c'est pas plus facile à obtenir. Alors on a parlé, dans le matériel, on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut savoir que les banques font du leasing, mais aussi des sociétés industrielles. Donc si vous aménagez une cuisine, une ligne de production dans l'acier, dans ce genre de choses, ou des machines plus technologiques, dans l'imprimerie, dans des photocopieuses, dans des trucs couleurs, dans de la digitalisation 3D, des sociétés qui vous allez vous fournir pour acheter ce matériel, parfois pratiquent aussi le leasing. Notamment, je parle à tout ce qui est dans l'imprimerie. Vous n'allez pas faire du leasing auprès d'une banque, mais vous allez pouvoir faire du leasing auprès des sociétés comme Canon, Toshiba et autres, qui vont être inférieures aux banques, parce qu'elles, ce qu'elles vont viser, c'est pas forcément le leasing de la machine, mais c'est tous les consommables à côté. L'encre, le papier, le technicien, etc. Et elles offrent aussi d'autres services. Donc, c'est aussi intéressant de se poser la question, puisqu'il y a le leasing, j'ai parlé de la voiture, il y a le leasing bête et méchant qui est sur le financier. Je finance ma voiture à la ligne, mais je peux partir sur un leasing dit opérationnel. Le leasing opérationnel, c'est dire non seulement je paye ma voiture, mais dans mon coût de 300, 400 euros par mois ou plus, j'ai mon assurance, j'ai mes pneus hiver, j'ai mon assistance en cas de panne, j'ai mes entretiens. Et tout ça est déterminé. Alors, c'est un peu plus cher, mais c'est un coût all-in. C'est-à-dire, voilà, ma voiture me coûte autant tous les mois, mais à part mettre de l'essence dedans, tout est payé.
C'est la même chose pour des grosses machines, comme j'ai parlé de l'imprimerie. On peut très bien dire, je fais un leasing chez Canon, Toshiba ou chez d'autres. Je paye un montant fixe et je sais que dès qu'il y a une panne, ben, j'ai un technicien qui vient dans l'heure, dans la journée, dans les 24 heures, que ce soit même pour une ligne de production de pain, de machines, d'imprimantes, etc. Si j'ai un problème avec cette technologie, ben, j'ai un contrat qui me lie quelque part avec mon leaser qui me dit que ben, voilà, dès qu'il y a quelque chose, ben, c'est compris dans mon prix. Et ça va, c'est inclus all-in, c'est une sorte d'assurance qu'on peut avoir. Alors au niveau de la durée, donc se dire le leasing, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Il faut voir un peu, il y a des choses qu'on va peut-être pas faire en leasing parce que les banques vont dire ça c'est un matériel qu'on ne sait pas revendre, on ne sait rien en faire, mais en général on peut quasiment tout faire, même de l'immobilier. Mais ça c'est pour des projets plus importants. Dans la durée, ben, on s'aligne toujours sur la durée économique d'un bien. C'est même aussi dans votre esprit, même si on sait tous qu'on peut faire une voiture sur 60 mois, si vous savez que vous êtes un commercial, que vous allez rouler et que vous allez faire 100 000 km par an au niveau commercial, bah, ça va faire 500 000 km en 5 ans. Votre voiture, elle ne va jamais tenir le coup. Une voiture, même une très très bonne voiture, aujourd'hui les gros kilométrages, au-delà de 200 000 éventuellement, on pourrait arriver, mais si vous dites bah, j'aurais fait 200 000 dans 24 mois, autant faire un leasing sur 24 mois et de payer un peu plus cher, mais de dire voilà, tous les 24 mois, j'ai une voiture neuve et ça ne plombe pas ma capacité financière, ça ne plombe pas mon ratio financier. Je n'ai pas parlé des ratios financiers ce matin parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps, mais ça avantage un petit peu tout ça. Au niveau des leasing, maintenant, j'ai vu qu'il y a même des possibilités qui sont faites pour être un peu plus large, de même faire du leasing d'occasion. C'est-à-dire qu'avant, on devait acheter une voiture neuve et faire un leasing, mais par exemple, on avait un commercial et après 2 ans, le commercial, il démissionnait ou après 6 mois, il en avait marre. Et nous, on avait un contrat de leasing de 4 ans, on se retrouvait avec la voiture en leasing, c'était embêtant. Maintenant, les sociétés de leasing commencent à être beaucoup plus souples, de se dire, ben, vous pouvez faire un contrat de leasing et vous payez au mois. Et quand votre commercial a démissionné ou il n'est pas bon ou il est parti, ben vous rendez la voiture et vous payez plus. Et donc finalement, ces leasings commencent à devenir finalement une sorte de loyer perpétuel ou pas perpétuel en fonction de vos besoins. Il y a même des sociétés de leasing qui permettent de changer de véhicule en cours de route. C'est de dire, bah, j'ai commencé avec un petit véhicule parce que j'avais des petites livraisons et puis je dois faire autre chose et ma voiture est trop petite. On peut s'adapter. Ça, c'est un petit peu à discuter que c'est des leasing qui commencent à s'adapter de plus en plus. Au niveau de la fiscalité, ben, je l'ai dit tout à l'heure, en fonction, moi j'ai dit 16%, mais ça tourne à ce niveau-là, ben, on est hors bilan ou pas dans le bilan, et ça peut être vraiment intéressant pour l'endettement de la société. J'ai aussi des sociétés qui ont fait des leasings pour éviter de voir qu'il y avait des dettes. Voilà, c'est un peu important. Il y a aussi un lien avec l'amortissement, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça il faudrait voir avec son comptable. Là, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit avant. Et alors le leasing opérationnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux soit financer juste le prix de ma voiture, soit je peux tout mettre dedans. Et mes pneus hiver, mes pneus été, etc. C'est aussi un système de fonctionnement qui marche pas mal, et ça marche sur pas mal de machines aussi, notamment dans l'industriel, parce que l'industriel, il sait que il vous accompagne comme client et il crée une relation une fois que vous êtes lancé, par exemple, avec un certain type de machine d'imprimante ou d'impression ou une chaîne de montage. Vous allez créer un lien tout à fait différent avec votre leaser et le fournisseur de machines va devenir un partenaire à long terme. Donc c'est parfois intéressant. Mais principalement, on le fait pour rester hors bilan. Donc là, ça reprend la législation comptable. Vous aurez les slides par la suite, je pense. Vous pourrez les obtenir. Ou ça vous explique vraiment ces écritures comptables. Je veux dire, en général, c'est une question qu'on se pose au bilan avec un comptable quand on fait une demande de crédit. Et les comptables n'ont pas encore forcément cette notion de toujours pousser vers le leasing. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout dans des moments où on est un peu en démarrage de société, où on est un peu limite dans les montants. Ça permet vraiment d'avoir un crédit beaucoup plus facilement. Et c'est une souplesse vraiment importante. C'est ça qu'il faut voir avec un endettement qui n'apparaît pas. Et donc, ça soulage votre bilan, ça donne une bonne image quelque part pour la suite, puisque ça se retrouve dans le compte de résultat et lui, il n'est pas publié dans son entièreté. Les cas où on prend du leasing opérationnel, je parle le bilan principalement, les frais d'exploitation, voilà, c'est un petit peu la même chose de ce que j'ai déjà raconté, donc je ne vais pas développer plus. Là, il y a un tableau que vous pourrez lire éventuellement qui reprend les bénéfices de l'un ou de l'autre entre le leasing financier et l'opérationnel. Je dirais le financier, le grand principal, c'est qu'on ne finance que l'objet sans le reste, et le leasing opérationnel, on peut mettre un peu tout là-dedans. Et ça, c'est vraiment intéressant quand vous allez voir les constructeurs de voitures, notamment. C'est un petit peu à la carte. Hein. On met les entretiens, on met pas les entretiens, on peut même mettre le kilométrage. Je veux dire, je vais faire 20 000 par an, 30 000 par an.
Si maintenant vous voyez que vous avez une limite de kilométrage, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut quand même pas mentir et dire je ne vais pas faire un leasing moins cher à du 15 000 par an quand je sais que je vais faire du 30 000, parce qu'à la fin du leasing, le kilométrage sera regardé et vous allez payer un supplément. Donc autant être correct et dire voilà, j'avais prévu de faire 30 000 par an, j'ai fait 30 000, j'en ai pas fait 50. La différence crédit investissement leasing, mais c'est principalement au niveau du bilan, préfinancement de la TVA et amortissement des choses. Au niveau du leasing, j'en ai parlé déjà ce matin, le sales and leaseback, ça c'est la possibilité, comme je l'avais dit ce matin, avec l'immobilier notamment, on peut le faire avec des grosses machines, c'est de dire que j'ai investi dans du matériel ou dans de l'immobilier via un crédit investissement classique, j'ai fait l'achat, et puis je me suis rendu compte que c'était très lourd pour ma société, très lourd au niveau de mon bilan, et j'ai envie de sortir du cash. Et comment je peux faire du cash? C'est d'aller à une société de leasing et dire, voilà, j'ai fait tel investissement en cash, finalement, j'ai besoin d'argent, j'ai mis de l'immobilier, mais j'ai besoin de l'argent, et cette société va vous racheter le bien, et elle va vous le donner après en location, avec toujours la possibilité de le racheter à la fin. J'avais pris l'exemple ce matin, que je vais prendre le même, quel État belge qui a vendu la Tour des Finances à un groupe immobilier, et donc ce groupe immobilier a racheté la Tour des Finances, l'entretient pendant toute la durée, une trentaine d'années, je pense. L'État s'est engagé à louer le bien et à payer un bien, et donc ça sort du bilan de l'État. Ça désendette l'État parce que ce bien immobilier n'apparaît plus, et ça devient une charge locative. Et donc finalement, l'État belge, quand vous allez voir, a sorti comme ça de son portefeuille immobilier toute une série de bâtiments publics qui sont partis en leasing et qui n'apparaissent plus dans les avoirs de la société, qui n'apparaissent plus dans les bilans, qui n'apparaissent plus dans les dettes. C'est simplement devenu une charge financière mensuelle, comme un loyer. Voilà. Et donc ça libère des dettes, ça donne une meilleure image bilantaire du pays. Et in fine, le coût est le même, voire plus cher. Dans cet cas-ci, il est plus cher. Est-ce qu'on peut faire ça pour tous les actifs? Je dirais dans la leasing, quasiment, quand vous êtes en société, quasiment tout ce que vous avez dans votre société, on peut faire quasiment du leasing, à partir qu'on vend des machines, de l'IT, etc. Donc, toujours se renseigner. Comme je l'ai dit, parfois même des constructeurs de matériel ou des vendeurs de biens industriels proposent eux-mêmes du leasing avec parfois des options tout à fait intéressantes sur l'entretien, les formations, le suivi, etc. Ça, c'est des choses à faire qui sont intéressantes. Renting, location, c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte. On parle aussi leasing opérationnel. Renting, c'est un petit peu la même chose. Le renting, ça joue aussi sur les voitures, où en fait, vous allez louer la voiture pendant un certain temps. Ça touche un peu l'opérationnel. C'est un contrat de location et aussi c'est du all-in, qui est parfois aussi intéressant quand on change souvent de véhicule ou qu'on se dit, je veux pas de problème. Je pense notamment à des clients qui avaient des flottes de voitures importantes quand on dépasse les 10, 15, 20 voitures. On n'y est pas tout de suite, mais si on y arrive, donc on est fournisseur, de se dire, les voitures, si j'en ai 10 ou 15, il y a les entretiens, il y a les pneus, il y a les pannes, il faut quasiment un gestionnaire de flotte et ça coûte de l'argent à la société d'avoir ça. Si on met tout en leasing, il faut plus se tracasser. On a déchargé le problème des voitures, on a déchargé le problème des machines, on paye et c'est une société extérieure qui fait la gestion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Voilà. Un point qui m'intéresse moi beaucoup, c'est pour les jeunes sociétés, c'est quand même le factoring. Le factoring, il y a Edebex et il y a encore une autre société dont j'ai plus le nom, mais on peut la retrouver sur Internet. C'est de se dire, si j'ai besoin d'un financement, j'ai de l'argent dans ma société parce que j'achète des marchandises pour faire mon stock, mes produits finis et mes produits semi-finis. Je les vends à mes clients. J'ai un délai entre le moment où j'achète mes produits, je les transforme, je les mets en vente, je les vends, je récupère l'argent de mes clients. C'est assez long. Moi, j'ai besoin d'argent, le crédit de caisse c'est cher, c'est difficile à obtenir, le straight loan aussi. Je peux aller avoir une société de factoring. Société de factoring, c'est quoi? C'était voilà, moi j'ai besoin d'argent, mais j'ai facturé pour 50, 60 000 euros qui doivent tomber dans les 30 jours, les 60 jours. Entre-temps, moi je dois continuer mes commandes pour faire tourner mes chaînes de fabrication. Et donc le factor va regarder, donc factor c'est la personne qui va racheter les factures, va dire ok, je rachète votre portefeuille de facturation et je vous avance l'argent. Et moi, je prends évidemment un pourcentage là-dessus qu'il faut définir. Ça a un coût, mais ça a parfois un coût qui est moindre d'avoir ces lignes de crédit qui sont à bloc ou de devoir négocier avec la banque qui va vous refuser. Le facteur est parfois beaucoup plus simple. Qu'est-ce que la société de factoring va regarder? Est-ce que je peux tout mettre en factoring? Si je vends principalement en B2C, on va vous dire non. Parce que le B2C, on est avec le monsieur et madame tout le monde. Société de factoring va dire, mais est-ce que je sais comment Fabrice paye? Est-ce que je sais comment la voisine du dessous paye? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur? On ne sait pas.
Donc, faire du B2C, ça ne fonctionnera pas. Le B2B fonctionne bien. Pourquoi? Parce que les sociétés de factoring se renseignent, ont des outils via l'intelligence artificielle, via les bilans, via Gredon, via Belfirst, qui sont tous les outils de gestion que certains connaissent ou pas, que moi j'utilise dans le financement, qui permettent d'avoir une image de la société. Et donc vous allez dire, ben voilà, mes clients, c'est qui? C'est des petits indépendants, c'est des petites boulangeries, c'est Exquis, je vends du pain au pain Côte, je vends des baguettes chez Carrefour, chez Deleuze, chez Colruyt, mais aussi dans des partenaires particuliers. Je vends dans des écoles, je vends. Et le facteur va regarder tout ça et va dire, OK, sur tous vos clients, je veux bien financer 70, 60 ou 80% de votre activité. Ça veut dire que chaque fois que vous allez présenter de factures, il va financer une partie et donc vous aurez toujours l'argent qui va arriver à l'avance. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'aller négocier dans votre banque de l'argent et on ne va pas vous dire non en termes de crédit parce que finalement, c'est le facteur qui va vous avancer l'argent. Le factoring existe aussi via des fonds d'investissement privés. Il y a aussi des privés qui sont prêts à racheter vos factures quand vous avez des factures de qualité. J'imagine, je lance ma petite start-up, je lance un nouveau produit alimentaire vegan comme du fromage ou du yaourt. Deleuze est intéressé, Colruyt est intéressé, je commence à faire énormément de volume et ces gens payent très mal puisqu'ils payent à 60 ou 90 jours et donc moi ça fait des délais de paiement assez longs et donc j'ai ce cycle de production-vente qui fait qu'à un moment donné j'ai besoin de cash flow très important. Je peux aller trouver la société de factoring et dire mes clients, attendez, moi j'ai signé avec Deleuze, j'ai signé Carrefour, j'ai signé avec Exquis, des clients de qualité. Le factoring va dire effectivement clientèle de qualité et ça vous allez obtenir de l'argent facilement. L'avantage aussi du factoring, c'est que le factoring va se renseigner sur toutes les sociétés. Donc, si c'est des sociétés moins connues, de dire j'étais l'école, etc., ils vont vous dire ces sociétés-là, je prends un peu moins ou je vous donne moins, je ne prends que 60 ou 50% de la facture parce qu'il y a plus de problèmes. Alors, au niveau du factoring, il y a d'autres services qui sont intéressants à savoir. C'est qu'on peut avoir un factoring silencieux. Qu'est-ce que j'entends par factoring silencieux? C'est que le facteur, finalement, peut vous décharger de toutes les créances douteuses. Vous savez très bien que vous allez vendre à des sociétés et puis à un moment donné, vous allez envoyer un rappel parce que vous n'avez pas été payé, vous allez téléphoner, un deuxième rappel, il faut avoir envoyé un huissier, se rendre compte qu'il y a un problème et dire, oh là là, cette facture-là, elle ne va jamais être payée, je vais avoir un trou dans ma caisse. Le factoring, une fois que vous avez vendu, vous pouvez le faire en silencieux, qui est de dire, je donne toutes mes factures, mais s'il y a un impayé, la société de factoring vient vous voir et dit, vous savez, votre client, là, il ne nous a pas payé, et vous faites la démarche de lui contacter, vous dites, à propos, Fabrice, tu n'as pas payé ta dernière facture, il y a un problème, il s'est passé quelque chose. Ou alors, vraiment avoir un factoring qui est un peu plus cher, qui est de dire, voilà, je donne toutes mes factures au factoring, je reçois mon argent, et le facteur s'engage lui-même à faire toute la récolte des créances. Et lui-même va envoyer une lettre de rappel chez Carrefour ou chez vos fournisseurs ou chez vos clients pour dire, écoutez, il y a un retard, etc. Et il va prendre tout ça en charge. Il y a un milieu qu'on peut trouver entre les deux aussi en discutant avec le factoring, qui est de dire, pour une partie de clients, vous faites la prise en charge et pour une partie de clients, je la fais moi-même. Ou je fais déjà le premier contact téléphonique et la première lettre et après, ça devient chez vous. Ça, c'est vraiment pas mal. Le gros avantage, c'est que l'argent vient plus vite, ça réduit les impayés. Et même parfois, certaines sociétés l'utilisent pour avoir un visuel sur quel est mon client en face de moi. Est-ce qu'il est bien connu par le facteur ou pas? Donc ça, c'est vraiment une source idéale d'aller rechercher de l'argent qui est bloqué dans l'entreprise sans devoir aller chercher des crédits. Et ça garantit l'insolvabilité parce que parfois, votre factoring, quand vous allez arriver, vous avez tel ou tel client, ils vont dire « Ah non, ces clients-là, on ne veut pas, hein, ils payent mal. » Et vous allez vous dire « Oui, mais est-ce que je vais faire du business avec quelqu'un qui paye mal? Ou est-ce que je ne vais pas lui demander de payer à l'avance ?» Et donc, c'est parfois intéressant d'avoir l'avis de son facteur pour dire est-ce que ce type de client est correct? Je me souviens d'un tout grand groupe qui était en train de vendre à des grandes surfaces en Belgique qui était mal labellisé. Et lui, il était très content parce qu'il dit j'arrive avec tel groupe et je vais vendre à tel groupe. Et le facteur a dit mais non, parce que c'est un grand nom, mais il ne paye pas bien et vous allez avoir plein de problèmes. Et donc, il est parti plutôt sur une facturation et un envoi de marchandises sous compte de paiement direct. Voilà, le gros avantage pour l'entreprise, c'est l'argent qui rentre tout de suite et on peut décharger tout à fait la gestion du recouvrement de factures et donc limiter ces pertes. On a beaucoup de jeunes sociétés qui ne font pas attention à ça et qui perdent beaucoup d'argent dans les factures impayées et les créances qui sont douteuses. Et donc, ça simplifie votre quotidien, ça assure de la liquidité dans l'entreprise et ça vous donne la gestion quotidienne en termes de temps, de cash flow, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bon et ça améliore votre ratio bilantaire en termes de solvabilité, de liquidité parce que l'argent tourne plus vite. Et on sait très bien que quand on met 1 euro dans une société,
On calcule en nombre de jours combien de jours il faut pour le récupérer, et plus il tourne vite, plus on est rentable. Voilà. Mais ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc, ils reprennent l'administration des clients, des débiteurs, etc. Un point qui est important, si vous avez un client unique, du type je ne fais que vendre à Deleuze et je veux qu'on prenne en compte que Deleuze, ça n'ira pas. Parce qu'en général, le factoring va dire il faut plusieurs clients. Il n'aime pas qu'un client dépasse, je pense que c'est une vingtaine de pourcents de votre portefeuille client. Sinon, il va dire je veux bien prendre Deleuze, mais je ne fais pas toute l'entièreté des factures. Je fais qu'un certain montant X. Donc, c'est important aussi de savoir qu'ils font une ventilation de portefeuille. Ça fait une ventilation de risque pour eux à ce niveau-là. Ça, c'est important. Ça, j'ai déjà rappelé. Alors, le crédit documentaire, qui est tout à fait autre chose, ça, c'est le factoring. Ça fonctionne très bien en Belgique avec des sociétés belges. Maintenant, si moi, je commence à faire des achats ou des ventes à l'étranger, et notamment, je fais de la production, imaginons en Asie ou dans des pays et que je ne connais pas les clients, parce que je vends des clients que je ne connais pas, qui achètent des grandes quantités et qui payent, ils veulent pas payer comptant. Donc c'est une discussion à avoir. Ou si moi j'achète à des fournisseurs pour ma marchandise en Asie et qu'eux veulent être payés tout de suite et que la livraison doit arriver, mais qu'entre-temps vous voulez être sûr de la bonne qualité de la marchandise, qu'elle arrive à temps, qu'on n'ait pas de soucis, ce que l'État belge n'a pas fait avec les masques, hein, on peut prendre ça comme exemple, ça peut être rigolo, parce que j'étais intervenu à différents niveaux à ce niveau-là. Pas avec l'État belge, mais dans d'autres discussions, c'est comment sécuriser l'opération. Parce que je vais aller acheter des masques en Asie, je ne connais pas l'industriel, il me dit qu'effectivement, il va me fournir tel volume dans les X jours, que ça va venir par avion, que c'est effectivement la qualité européenne, que c'est le bon montant, mais lui veut être payé à la production ou pendant ou avant l'envoi. Et vous dites, oui, mais attends, moi je dois payer les masques quand ces masques sont toujours sur le tarmac à Shenzhou. Ça doit monter dans l'avion. Ils font que l'avion arrive. Je vous rappelle qu'il y a un avion allemand qui a fait un atterrissage en Afrique pour retourner en Allemagne, a été vidé entièrement. Et donc, quand les Allemands ont ouvert l'avion, il n'y avait plus les masques dedans. C'est un cas réel qui s'est passé au premier confinement. L'argent était payé. Vous avez payé votre marchandise et oui, et vos masques, ils sont pas là. Ou les masques, comme l'État belge, ils sont pas bons, ils sont pas utilisables, ils sont bons pour la poubelle, c'est pas la bonne taille, ils sont nocifs, ils n'ont pas les bonnes normes, c'est pas la bonne qualité. C'est trop tard, vous avez payé, vous avez perdu de l'argent. Comment on va sécuriser l'ensemble? On va travailler avec un crédit documentaire. Le crédit documentaire, c'est quoi? On va faire signer des contrats avec le fournisseur ou le client, ça marche dans les deux sens, dire voilà, vous allez me fournir autant de masques, vous allez les envoyer à telle durée, de telle manière, il doit avoir telle qualité, je vais les contrôler peut-être sur place avant l'envoi, ou je les contrôle ici à Zaventem à l'arrivée, je veux que ce soit certifié par tel organisme. Une fois que c'est validé, à ce moment-là, vous êtes payé. Et lui va dire, mais je veux que mon argent soit sécurisé. Et donc, les banques vont entrer en ligne de compte. Le crédit documentaire, ça va être quoi? Vous allez voir votre banquier belge et dire, voilà, je vais travailler avec telle société en Asie, j'ai des contrats. La société en Asie va aller voir sa banque à elle, son banquier la connaît en Asie et votre banquier vous connaît en Belgique. Et vous allez à trouver un accord de dire, voilà, moi je m'engage à payer cette personne pour autant de masques à telle livraison sous telle condition. Le Chinois va aller trouver sa banque, de dire, voilà, moi j'ai trouvé un client en Belgique qui veut m'acheter mes masques, mais je voudrais l'argent tout de suite. Et donc, on va sécuriser l'opération sous forme de papier. C'est-à-dire que tout va être mis sur papier, que le banquier, les deux banques vont s'autoriser que si tous les montants, si les masques correspondent, si les masques sont aux bonnes normes, si la quantité, les délais, tout est correct, les banques feront les virements à l'un et à l'autre en moment opportun. Ça permet également, d'une manière plus honorable, de se dire si moi je dois produire des marchandises pour quelqu'un à l'international et que j'ai besoin d'argent, je peux faire un crédit documentaire et puis aller à la banque dire j'ai quelqu'un qui m'achète ma marchandise, mais j'ai besoin d'argent maintenant. Et on peut déjà vous faire des avances sur les futurs montants. Donc ça permet aussi d'avoir du financement tout de suite. Donc il y a deux aspects. Ça sécurise l'opération financière que vous allez avoir soit dans la vente, soit dans l'achat, pour être sûr d'être payé et d'avoir les bonnes quantités. Soit ça vous permet en plus de dire non seulement j'ai mon opération, mais je peux avoir l'argent de ma banque tout de suite pour pouvoir justement produire mes produits. Et donc ça, c'est vraiment un double avantage. Crédit documentaire, c'est super intéressant au niveau de l'entreprise parce que vous sécurisez tout à fait le schéma. Je vais vous montrer plus loin un petit tableau. On peut décider à quel moment on paye, sous quelles conditions, à qui. On peut même déterminer les taux de change ou éventuellement faire couvrir les taux de change. Parce que si je vais acheter en Asie, peut-être qu'ils ne travaillent pas en euros, ils travaillent en dollars. Entre le moment où je signe mes contrats et le moment où je reçois ma marchandise, il y a une fluctuation monétaire qui fait que ma marge a été rabotée.
je peux en plus faire une couverture sur les devises et de dire, voilà, je sécurise l'opération en termes de flux, je sais que les masques vont arriver à telle date, sous quelle qualité, sinon on ne paye pas. Et effectivement, il y aura une notification de la douane de dire non, c'est pas la qualité demandée, c'est pas juste. Et donc, l'opération s'annule quelque part. Et de se dire, ben, le prix demandé, c'était celui-là, et le taux était un taux connu. Ben, tout ça est un coût à négocier avec la banque, mais c'est des avantages qui fonctionnent très très bien. Et donc, vous avez une optimalité complète. Au niveau des moyens de paiement, c'est rapide, c'est efficace, parce que les deux banquiers ont d'accord, et donc finalement, il y a le client et le fournisseur et les deux banques, on joue à 4, et tout est prévu au départ, tout est contractuel, et tout se vérifie. Et donc, si tout est correctement comme sur papier, c'est pour ça que c'est des crédits documentaires, ça veut dire qu'il est sur papier, c'est un document, si tout est conforme, et les banques vérifient, elles ont des services qui vérifient que c'est conforme sur base de ce qui a été marqué dans les contrats, et donc l'important, c'est vraiment le contrat de base, eh ben, tout se passe de manière intéressante pour le client et le fournisseur en termes de paiement. Et vous évitez les crédits de caisse et les straight loans puisque vous avez du financement. C'est un processus qui est fait en général à l'international, donc on ne le fait pas en national, et c'est régi par les règles et usances au niveau international, c'est-à-dire que s'il y a un problème entre le client ou le fournisseur, on n'est pas tenu d'être régi par la loi belge ou la loi chinoise, parce qu'on n'y connaît rien aux lois chinoises et aux lois belges, mais ça va être régi par un département international qui va gérer ça en anglais ou en français. Ça dépend un petit peu. Ça, c'est un document qui n'est pas forcément intéressant. Je voulais arriver plus loin. C'est sur les incoterms. Alors, les incoterms, vous avez peut-être croisé ça dans vos études ou pas du tout. Ben, c'est à partir de se poser la question, si je vais acheter des masques en Chine et que je veux être livré ici à Zaventem, ben, quand je vais payer et quand moi je vais être propriétaire de ma marchandise. Et c'est ce qu'on appelle les incoterms avec cette espèce de graphique qui vous montre ben, à quel moment, au-dessus, vous avez le vendeur à gauche et vous avez l'acheteur à droite. Ben, entre mon vendeur et l'acheteur, j'ai des camions, j'ai des avions, j'ai des bateaux, j'ai des douanes parce que je croise des frontières. Et puis quand je croise des frontières, j'ai des embarquements avec de la logistique dans différents moyens de transport. Et puis après, ces moyens de transport, ben, ça arrive à Anvers, à Bruxelles, à Zaventem. Il y a de nouveau un aspect logistique et un aspect douane. Et puis ça retourne éventuellement dans des camions et ça arrive à mon entrepôt. Entre le moment où le vendeur m'envoie ses masques et le moment où moi je les réceptionne dans mon entrepôt, il peut arriver 36 000 choses. L'avion s'écrase, l'avion est volé, les marchandises ne sont pas correctes. Au niveau de la logistique, il y a les caisses qui sont tombées à l'eau, le bateau perd des containers en mer, ce qui arrive assez souvent. Souvenez-vous qu'au Canada, il y a des milliers de Lego qui flottent et qui arrivent régulièrement sur les plages parce que Lego a perdu des containers de Lego et donc il y a des milliers de Lego qui arrivent régulièrement sur les plages au Canada. C'est marrant. Mais entre-temps, ben, il y en a un qui a produit de la marchandise et il y en a un qui a acheté. Si vous avez acheté des Lego qui n'arrivent pas parce que le bateau a coulé, ben, vous n'allez pas acheter vos Lego, évidemment. Et donc, comment on va faire ça? Ben, on va mettre tous les risques et dire, ben, qui prend le risque de quoi? Est-ce que moi, je deviens propriétaire des biens quand ça sort de l'usine? Est-ce que je deviens propriétaire avec mon camion à l'usine? Est-ce que je suis propriétaire sur le bateau en Chine? Ou je suis propriétaire pendant le transport? Ou propriétaire à partir d'Anvers? Ou uniquement quand ça arrive dans mes murs? Évidemment, tout ça, c'est contractuel, c'est négociable. Et là, je dirais, le mieux, c'est de prendre contact avec la banque et de voir un peu en fonction des pays et du type de marchandise ce qui est mieux. Parce que vous allez me dire, oui, c'est peut-être mieux que bah, tout arrive à mon usine et je suis propriétaire de tout. Et tout ce qui est arrivé entre-temps, c'est à charge du vendeur. Oui, mais le vendeur, vous n'allez pas maîtriser sa logistique qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va utiliser un logisticien correct? Est-ce qu'il va avoir une assurance correcte, etc. Donc, vous pouvez très bien dire, OK, je demande au vendeur un prix plus bas et je prends en charge moi-même tout le transport, mais je sais qu'il va transporter, je sais que c'est Ziegler, je sais que c'est M&M, je sais que c'est un bon bateau, je sais que je suis assuré correctement par AG. Et donc, c'est en fonction de ce que vous voulez avoir, de dire, ben voilà, je vais regarder dans mon contrat à partir de quel moment je deviens propriétaire, et en fonction du moment où je suis propriétaire, ben, qui va prendre en charge tous les coûts liés à ça. La stand-by, c'est un peu un ersatz un peu plus simple que le crédit documentaire. Je dirais ça, c'est quand on est déjà un peu plus loin dans la relation, parce qu'en général, on commence le crédit documentaire avec un fournisseur ou un client qu'on ne connaît pas, mais ça a un coût évidemment, hein. C'est pas gratuit parce qu'on fait jouer les banques, les crédits, etc. Là, c'est plutôt des documents un peu plus light qui garantissent quelque part qu'il va y avoir une opération, mais elle est beaucoup moins surveillée. Je dirais qu'on l'utilise en général quand la relation est déjà bien établie. Et donc, la stand-by, c'est l'engagement d'une banque pour compte d'un tiers, donc un fournisseur, ben, il va travailler effectivement et vous serez payé. Donc là, je dirais, vous pourrez à la banque chinoise qui va vous dire effectivement,
Ou à l'inverse, ça veut dire la banque du chinois va dire effectivement, ben, la banque belge va garantir que vous payerez bien, mais il n'y aura peut-être pas tout ce contrôle de marchandises, etc., qui coûte quand même un peu cher, mais qui sécurise l'opération. Bon, je dirais, c'est à voir en fonction des volumes et des risques qu'on veut prendre. C'est toujours la même chose, c'est que tout ça est régi par des lois internationales, donc si vous avez quoi que ce soit, il y a toujours un cadre juridique là au-dessus, euh, et ça sécurise quand même les opérations d'achat-vente qui sont parfois assez spécifiques. Si on n'a pas négocié, qu'on paye effectivement la marchandise à l'arrivée en Belgique, etc. Mais en général, entre les vendeurs et les acheteurs, notamment sur l'Asie, Moyen-Orient, etc., dans tout ce qui est textile, alimentaire, usines, machines, technologie, vêtements, ils aiment bien être payés avant l'envoi. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur cette manière-là. Et donc, on peut garantir ça pour toute une série de choses. En stand-by, donc il y a on peut dire on peut garantir la marchandise, on peut garantir la bonne exécution, on peut garantir le risque avec les assurances, on peut garantir les marches avec les devises et les taux. C'est un peu comme dans le crédit documentaire. La stand-by est beaucoup plus souple qu'un crédit documentaire, mais la garantie est un peu plus basse, évidemment. Donc ça, on n'en joue pas. Dans une vision cash management de trésorerie, dans le financement, qui me semble intéressant, c'est quand même les 3 délais qui sont rotation de stock, relation client et fournisseur, qui touchent un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre le moment où moi je mets de l'argent dans ma société pour produire, que je vends à mon client, mais que j'ai mes fournisseurs, ben, chaque argent que je mets, il tourne. Si j'achète de la marchandise à transformer, ben, tant qu'elle est dans ma farine, mes bœufs, mes œufs, mon beurre, ma vanille, tant qu'elle n'a pas été utilisée, ou mon chocolat, tant qu'il n'est pas utilisé, ben, c'est un stock, c'est un coût, c'est de l'argent qui dort. À partir du moment où j'ai transformé tout ça en gâteau, en tarte, je vais encore le mettre à vente, le vendre à mes clients. Donc, mes produits finis, ça met un certain temps. Si je vends à des clients particuliers, ils achètent tout de suite. Si je vends à des traiteurs ou à des organismes un peu plus gros, j'ai peut-être des délais de paiement, mais c'est de l'argent qui dort toujours. Et donc, pour améliorer en fait votre finance et éviter d'avoir des dettes trop importantes, ben, travaillez sur ce délai client, stock, fournisseur. C'est 3 axes importants. Ça impacte votre tableau de trésorerie. Je parlais de cash pooling, je ne vais peut-être pas rentrer dans le cash pooling maintenant. Voilà, je dirais c'est d'avoir une bonne vision. En général, c'est fait par un financier qui sait exactement un tableau de voilà, j'ai facturé autant à tel client à tel jour, qu'est-ce qui va rentrer, quand, etc. C'est vraiment une vision au day-to-day. C'est vraiment important dans une vision de trésorerie de savoir qu'est-ce qu'on a déposé, qu'est-ce qui va rentrer. Ça m'est arrivé assez souvent dans la banque d'avoir des sociétés qui avaient de l'argent sur des comptes et du jour au lendemain se disent on n'a pas fait attention, en fait, on n'a plus de sous parce qu'on avait oublié qu'il y avait ça qui rentrait pas, on devait payer tel produit, etc. Et donc, cette vision de trésorerie est vraiment très, très importante. Le ratio n'est pas ici. Donc, vous savez trouver les 3 ratios assez facilement. Si vous allez voir ratio délai de rotation de stock de clients et de fournisseurs, c'est des calculs assez faciles à faire. Et si vous avez des outils comptables, il y a moins moyen de le voir tout de suite. Et vous pouvez voir même un peu discuter comment accélérer ces flux. Alors, comment accélérer les flux pour avoir de l'argent plus vite? Une chose qu'on ne pense pas toujours, c'est parfois l'escompte. C'est si j'ai de l'argent sur mes comptes, ben, je vais acheter de la marchandise. Je peux très bien dire, OK, moi je vais acheter de la marchandise, mais je paye tout de suite. Et si je paye tout de suite, je veux un petit cadeau de la part de mon fournisseur. Et lui sera d'accord, parce que lui, il va dire, oui, mais attends, je vends de la marchandise, mais j'ai l'argent tout de suite sur mon compte, parce que c'est payé par mon contact, c'est payé en cash, c'est un virement automatique, ou c'est payé avant la livraison. Ça veut dire que lui n'a pas à financer sa production, il sait que ce qu'il vous vend, c'est payé. Et donc, il a moins de dettes, il améliore sa trésorerie à lui. Pour faire ça, évidemment, il faut qu'on ait son argent, qu'on ait de l'argent, qu'on ait des lignes, et de calculer si ça vaut l'avantage d'avoir l'escompte. L'escompte bancaire est souvent intéressant. Les autres, c'est un peu la même chose. Je ne rentre pas trop dans le détail. On peut travailler sous forme d'acompte. Ça marche dans pas mal de secteurs. Ou de se dire que si je veux engendrer une production importante, je demande un acompte et l'acompte me permet de déjà lancer ma production. Et dans pas mal de secteurs, l'acompte couvre déjà en grande partie la matière première et une partie de la main-d'œuvre. Ça vous permet, en tant que start-up, de dire, OK, j'ai signé des gros contrats, je dois m'engager à fournir mon nouveau produit qui est vraiment innovant. La banque ne veut pas me suivre en crédit, mais j'ai mes clients qui sont là, ben, je demande des acomptes. Moi, je demande des acomptes parce que j'ai calculé que s'ils me payent 30 ou 40% d'acompte dès la signature du contrat, ah ben, je peux commander ma marchandise, je peux avoir la personne qui va s'en occuper. Et puis, une fois que je commence à faire ma production et mes premières livraisons, j'ai un paiement direct où je fais des avances. C'est le même système avec les arts, qui est un terme qui est utilisé principalement en France pour quand on fait du locatif.
Quand on va en vacances, etc., on paye des arts, c'est-à-dire on paye une somme à l'avance. Et ça permet déjà de sécuriser l'opération. On peut même sécuriser un peu plus les acomptes et les avances en disant, voilà, c'est sécurisé, mais si jamais finalement le client se retire en disant, j'annule ma commande, mais dans un certain timing déterminé, cet argent, mais à qui? Je n'ai pas... parce que moi, j'ai lancé ma production et puis lui il vient me dire, moi, finalement, tu sais, moi, j'ai pas besoin de tout ce chocolat. J'annule ma commande. Oui, mais attends, moi, j'ai commandé mon stock, j'ai mis mes ouvriers, j'ai fait tourner mes machines, j'ai un coût. Et puis, tu vas pas plus loin, bah, ok, tu perds ton acompte, tu perds ton avance ou une partie en tout cas. C'est la même chose, notamment quand vous êtes dans les voyages, hein. Une partie est déjà payée à l'avance et si vous annulez, bah, s'il n'y a pas d'assurance d'annulation, vous perdez cet acompte. Eux-mêmes aussi peuvent très bien avoir une assurance sur les acomptes et les avances. C'est une chose qu'on peut avoir. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les questions à ce niveau-ci. Si vous en avez ou Alors, pas. pour le moment, oui, pour le moment, j'ai juste une question. Alors, dans le cadre d'un crédit documentaire, qui Oui. exerce et prouve le contrôle des marchandises expédiées, qui désigne cet intermédiaire? Mais tout ça, c'est contractuel par rapport avec le fournisseur ou le client. C'est-à-dire que dans la discussion commerciale qu'on a avec les parties, on va mettre tout ça au départ sur papier. Et c'est pour ça que c'est documentaire, c'est-à-dire voilà, j'achète mes masques en Chine et donc je vais déterminer que l'expertise va se faire, imaginons, en Chine, avant l'expédition, et que la société qui va contrôler est la société X que chacun reconnaît. Et donc le client, le fournisseur chinois va dire effectivement, je reconnais par exemple telle société comme vérificateur. Et de commun accord, tant client et co-fournisseur, il n'y en a pas un qui va imposer à l'autre. C'est-à-dire, voilà, moi je vais faire ça et je vais choisir telle personne et tel expert, et c'est l'expert qui va être mandaté. L'expert peut aussi être mandaté par le client. Donc si je suis client et que j'ai un expert et que je dis, voilà, c'est mon expert à moi qui va aller tester le produit pour faire son go, on peut le faire. C'est vraiment contractuel, donc il n'y a pas d'imposition. Maintenant, je dis pas d'imposition, c'est toujours une discussion commerciale qu'on a en général entre client et fournisseur, parce qu'il y a des fournisseurs qui vont dire oui, mais bon, moi je veux soit telle expertise, mais en général c'est des trucs reconnus, ou je veux que ce soit payé sur le tarmac, mais pas chez vous, chez nous. Mais tout ça se discute bien évidemment. Mais tout ça est mis sur papier à l'avance dans des discussions commerciales. Et une fois que c'est signé, ben ça c'est validé. Mais on ne vous a pas imposé quelque chose que vous ne vouliez pas. Tout ça est bien évidemment négocié. De même chose que l'assurance, que j'ai dit, si vous trouvez que votre fournisseur n'est pas bien assuré, vous préférez vous votre assurance à vous, ben vous le mettez contractuellement. Et donc tout ça c'est une discussion commerciale, il n'y a pas d'imposition, c'est vraiment ouvert aux deux parties dans la négociation de départ. On peut même splitter les crédits documentaires et de dire, ben, j'achète 1 million de masques, mais je fais un crédit documentaire par tranche de 100, par 100 000 par exemple. Et donc, je ventile. Donc, on peut aller très très loin dans la négociation avec ça. J'espère que ça répond à la question. Merci. Alors, prochaine question. Vous avez parlé d'un avantage fiscal pour le leasing, Ouais. tant opérationnel que financier. De quel avantage s'agit-il? L'avantage qu'on a vraiment, c'est dans la vision bilantaire des choses. On a vraiment un avantage bilantaire et on a un avantage au niveau fiscal, c'est de l'amortissement. Est-ce qu'on amortit ou on n'amortit pas? C'est surtout là la question qu'on va se poser au niveau fiscal. J'amortis ou j'amortis pas les choses? Parce qu'il y a une chose, et alors au niveau fiscalité, c'est avec le paiement et le préfinancement de la TVA. Ça, c'est quelque chose qui est important, puisque si je dois financer de la TVA à 21% quand même sur imaginons un camion c'est 150 000 euros pour un tracteur de camion, si je dois financer 21% là-dessus, c'est important. Si je le fais en leasing, c'est une dette que je mets dans le terme. Donc au niveau de terme fiscalité, ça change tout à fait les choses. Et donc ça a un bel impact au niveau du bilan, puisque c'est un paiement qui ne se fait pas en one shot, même si je dois le récupérer. Voilà. Alors, il y a une question sur les permis d'urbanisme. Alors, pour les permis d'urbanisme, si vous avez des questions, le mieux, c'est de nous contacter au 1819 ou éventuellement de contacter directement le service Permit de chez Hub Brussels. Donc, via l'adresse Permit, donc c'est PERMIT, @hub.brussels. Comme ça, vous pouvez directement poser vos questions. Ce sera plus simple. Alors, tout, tout, tout.
Alors, les questions ne sont pas toujours facilement formulées, donc je décrypte un peu. Alors, avez-vous déjà entendu parler du leasing pour véhicules taxi? Est-ce que cela existe? Alors pour une certain type de véhicules, notamment les taxis ou les transporteurs de colis, de paquets, si on se lance dans le transport de logistique, ça va être très difficile parce que ce sont des véhicules qui vont rouler beaucoup, pardon. Ça va rouler beaucoup, ça va être très à risque en termes d'accident. Donc c'est accidentogène en général ce genre de véhicule. Ça vieillit très vite. Et donc là, c'est assez difficile. En général, c'est des achats en crédit d'investissement ou des achats cash. Les sociétés de leasing vont être très très difficiles sur tout ce qui touche à taxi et tout ce qui touche à transport logistique, à cause justement des accidents et de la durée de vie des véhicules qui est vraiment très très mise à forte épreuve, donc c'est assez compliqué. Et donc là, en général, vous n'allez pas avoir d'accord sur ce genre de montage. Trop risqué pour eux. Merci. Alors, pouvez-vous donner une estimation, une fourchette des frais demandés par une société de factoring pour entrer dans un business plan? Ah, ça dépend. En général, on parle plus ou moins entre 5 et 6%, mais ça va dépendre vraiment de la qualité portefeuille que vous allez avoir de vos clients. Donc au départ, il y a une discussion qui va être faite avec le facteur qui va regarder tous vos clients et le rating de vos clients. En fait, ils font comme les banques, ils font un rating client. Hein, Deleuze, Colruyt, c'est le top 1, et puis Van de Boer top 2, et puis Fabrice Dury top 5. Ils vont regarder la qualité des clients, la qualité des factures, et en fonction de ça, ils vont vous faire un pourcentage. Mais je dirais, si on tourne autour des 5-6% de frais, on est dans le bon. Maintenant, il faudra voir par rapport à ça si on veut inclure le fait que ce soit vous qui gardiez la main sur le rappel des créances ou si c'est eux qui s'occupent de la gestion, le nombre de factures, le montant par facture. Donc tout ça se négocie, mais je dirais on tourne dans ces fourchettes-là. Ça peut être un peu plus cher, mais de toute façon, on sera en dessous des crédits de caisse. C'est un coût. Hein, mais en général, moi, à l'époque, ça tournait dans les 5-6%. Ça a vérifié si ça n'a pas bougé entre-temps. Et c'est un peu à la carte en fonction de ce que vous allez voir, si on fait du factoring silencieux ou pas. Ça peut être un peu plus, un peu moins cher si vous gardez encore cette main mise chez vous. Voilà. Alors, j'ai une question assez spécifique, donc je la lis. Bonjour, je suis traiteur en événementiel et demande systématiquement des acomptes à mes clients car mes frais sont énormes. Cependant, il semble d'usage dans ce secteur que personne ne paye ses acomptes à temps. Comment formaliser la chose dans les conditions de vente ou simplement ne pas livrer le service alors si l'acompte n'est pas payé? Je dirais que si on a un document qui est un contrat qui est signé avec un client, comme quoi effectivement il y a un acompte qui est payé à la commande, je dirais là il faut insister. C'est un peu difficile parce qu'on est toujours dans un lien client-fournisseur et donc on a parfois difficile à faire jouer les deux. Si c'est contractuel, dire il y a un acompte à payer et c'est à la livraison, il faut que l'acompte soit payé, on peut le spécifier. Et si l'acompte n'est pas payé, je ne livre pas. Maintenant, si on est dans le cas d'un traiteur, on a déjà les produits finis qui sont prêts à être livrés, la personne n'a pas payé, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que je vais faire de mes produits? Moi, je dirais le mieux alors, c'est de demander vraiment un acompte, même pas à la livraison, mais à la signature du contrat directement. Voilà, c'est payé. Et si c'est pas payé dans les X jours, moi, j'annule la commande ou j'en tiens pas compte. Mais c'est une relation qui me semble difficilement parce qu'on est toujours entre un client et un fournisseur. Donc, on peut le spécifier, le mettre noir sur blanc, insister et faire un rappel à ce niveau-là. Et donc là, à mon avis, ce sera plus du rappel de donner un coup de téléphone, d'envoyer un mail et de bien insister au moment de la signature du contrat, dire mais écoutez, la compte est là, ou alors de faire signer la compte tout de suite. Maintenant, on est nouveau avec un traiteur, donc je suppose qu'on touche à l'ORECA. Le secteur de l'ORECA n'est pas le plus facile à l'heure actuelle et ne l'a pas été non plus avant pour le financement. Et donc, c'est un secteur qui souffre terriblement dans sa trésorerie de tous les côtés. Donc, je comprends que les clients jouent justement sur les montants et les durées de paiement. Donc, le mieux, c'est de sécuriser par contrat et de faire du rappel, de travailler, jouer le policier là derrière. Merci. Alors on va prendre une dernière question. Je ne sais pas si tu pourras donner des informations par rapport à ça. Donc c'est par rapport aux conditions des leasing. Est-ce que tu as des Oui, informations qui pourraient être intéressantes? les conditions, c'est assez vaste. Les conditions, je veux dire, c'est assez facile. Hein. Si on est dans du leasing classique, financier,
Vous allez faire une demande, vous allez voir le premier loyer, vous allez voir les loyers qui sont déterminés entre 12 mois et 60 mois avec les montants à payer, la TVA à payer, les dates d'échéance, le bien en question, le type de véhicule que vous avez choisi parce que c'est vous qui choisissez le véhicule avec les options. Il faut se rendre compte que maintenant, de plus en plus de sociétés de leasing négocient déjà pour vous avec des constructeurs, des packs business et autres. Et donc, parfois, des sociétés, acheter une voiture ou se renseigner sur les sociétés de leasing qui ont déjà des packs tout faits, c'est parfois plus intéressant parce qu'ils vont aller chercher chez BMW ou Mercedes des packs tout faits. Et donc, les conditions sont assez claires là-dessus. Et si on part sur des conditions en opérationnel, avec les pneus, les entretiens, les kilométrages, tout ça est très, très clair dès le début. De combien la voiture peut rouler, de combien de trains de pneus elle a droit, de qu'est-ce qui est dans l'assurance, est-ce que c'est juste du belge, est-ce que c'est du Benelux, est-ce que c'est de l'européen. Donc tout ça est très très clair. Donc je pense que les conditions c'est assez facile. Et si on voit sur les sociétés de leasing, tout ça est très facilement, très facilement facile à trouver. Super, merci beaucoup. C'était la dernière question. Ok, super. Merci à tout le monde pour la participation, malgré que j'ai pu voir personne. Oui, merci à tous N'hésitez pas. d'avoir participé. Voilà. À très bientôt. Au revoir.